Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Découvrons sans plus tarder les titres de ce vendredi 28 novembre. La Banque Alimentaire a lancé sa campagne de collecte. Comme chaque année, vous serez invités à faire un don pour les plus démunis. Et cette année, les jeunes se retrouvent auprès des bénévoles pour cette opération nationale. Plus de bio et de local dans les restaurants scolaires, c'est l'objectif du gouvernement d'ici à 2020. Mais à Montaigu, le collège Jules Ferry n'a pas attendu les consignes pour concrétiser le projet. Ici, 30% des repas sont bio, un chiffre bien au-dessus des attentes nationales. Enfin, la commune des Herbiers prépare sa parade de Noël à 2 semaines du défilé. Les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour donner vie aux traîneaux, bûches et autres personnages qui se retrouveront sur l'un des 8 chars. Mais avant de développer ces titres, ces quelques images de ce dernier vendredi du mois de novembre qui ressemblait pourtant plus à un jour de printemps. Sans surprise, les températures ont battu des records. À La Roche-sur-Yon, il a fait près de 18 degrés au meilleur de la journée. C'est mieux qu'en 2006, où il avait également fait très beau. Quelques promeneurs en ont d'ailleurs profité, notamment autour du lac Moulin-Papon à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez sur ces images tournées aujourd'hui. Et à Lisieux, on a même dépassé les 18 degrés. Alors faut-il rappeler qu'habituellement, le thermomètre n'affiche pas plus de 12 degrés à la veille du mois de décembre. Mais l'actualité de ce 28 novembre, c'est également le lancement de la campagne de la Banque Alimentaire. Tout le week-end, les bénévoles seront postés aux entrées des grandes surfaces pour vous inviter à faire un don à l'occasion de vos courses. Et cette année, les jeunes seront également présents pour soutenir la collecte. Exemple dans une grande enseigne des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Objectif de cette journée de collecte, remplir la totalité de ces caisses en dons de nourriture. Un objectif réalisable pour les bénévoles de la Banque Alimentaire. Je pense dans la journée, oui. Je pense que jusqu'à 19h30 ce soir, même 20h30 ce soir, le vendredi. Donc ça ne posera pas de problème, je pense. Surtout que cette année, pour accueillir les clients de cette grande surface, les bénévoles habituels, souvent des retraités, se font épauler par des lycéens. Bonjour madame, c'est pour la Banque Alimentaire, merci. Jessica et Cassandra n'ont pas hésité une seconde à donner de leur temps et encouragent même la jeune génération à faire de même. J'aime bien aider les personnes et tout dans le besoin et je trouve ça bien que les jeunes se mettent au bénévolat. Je pense qu'il n'y en a pas assez qui le font et qu'on devrait tous s'y mettre en fait, être généreux. Nos 2 lycéennes vont passer plusieurs heures au service de cette association, une initiative remarquée des clients, ravis de voir les jeunes s'investir en faveur des plus démunis. Ça fait plaisir de voir la relève. Je les félicite parce que c'est vrai que c'est formidable. Voilà. Pour les responsables de la Banque Alimentaire, voir arriver des jeunes dans leur rang est une bonne nouvelle et pourrait même inciter encore plus de gens à donner. Le fait d'avoir des jeunes à l'entrée des magasins permet de renouveler le bénévolat et de faire des mélanges de tranches d'âge et tout ça. Donc c'est bien pour notre image et pour l'ensemble des gens qui rentrent dans les grands magasins pendant ce week-end. En tout, sur le département, une centaine de jeunes se sont mobilisés, une centaine sur les 3000 bénévoles vendéens qui vous accueilleront jusqu'à demain soir et même dimanche matin dans certaines grandes surfaces. On revient à présent sur les chiffres du chômage. On l'a annoncé hier, ils sont en hausse, notamment au niveau national, avec une augmentation de 0,8%. Alors en détail, dans les Pays de la Loire, la Mayenne est le département qui observe la plus importante évolution, avec plus de 3% de demandeurs en plus pour le mois d'octobre. La Vendée, quant à elle, est le seul département à enregistrer une légère diminution de moins 0,2%, soit 48 demandeurs d'emploi en moins. C'est donc, vous le voyez, une baisse très minime. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes un étudiant ou simplement en recherche d'orientation, cet événement peut vous intéresser. Tout le week-end, le forum Vendée Métiers vous permettra de découvrir plus de 300 métiers, donc du CAP au Bac+5. Vous pourrez également assister à des démonstrations. À J-1, les professionnels installent donc tout leur matériel dans la grande salle du Vendespace à Mouilleron-le-Captif. Anthony Jamin a suivi les préparatifs. Boulevard de l'Industrie, avenue des Services, puis chemin de la Nature. Pour les futurs visiteurs de Vendée Métiers, le circuit est tout tracé. Et avec 29 filières professionnelles représentées et 300 métiers, l'installation des stands demande un minimum d'organisation.
Tout le monde, bien sûr, en veut un peu plus chaque année. Le problème, c'est que l'espace est restreint, mais on y arrive. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. Parce qu'il faut que les grosses machines puissent rentrer, et ce n'est pas à la fin qu'il faut les mettre. Remplir tous les stands du fond. Résolument orienté vers les métiers manuels, ceux du tertiaire et ceux liés au service, ce salon, organisé conjointement par le réseau des maisons familiales rurales, l'ICAM, l'IUT de La Roche-sur-Yon, Esfora et La Forbat, se veut participatif. Les métiers sont mis en scène et des temps d'échange sont prévus entre apprentis, formateurs et candidats potentiels. Ce n'est pas un salon de l'étudiant où il y a des stands avec des panneaux. Ce sont d'abord des démonstrations de métiers, donc c'est extrêmement visuel. Une opportunité pour les secteurs en mal de main-d'œuvre. Au pôle formation des industries technologiques, par exemple, on a les entreprises d'accueil, mais on manque cruellement de candidats. On a encore, et même si ça évolue bien, et tant mieux, mais cette idée d'un apprentissage, vous savez, qui est une voie de garage, c'est pour les jeunes qui ne pourraient pas faire de formation entre guillemets traditionnelle dans les circuits traditionnels. Or, c'est un des meilleurs moyens d'intégrer des jeunes, puisqu'on est à peu près à plus de 85% d'insertion en CDI à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Actuellement, certaines filières souffrent plus que d'autres, soit parce qu'elles sont méconnues, soit parce qu'elles sont dénigrées. En présentant un large éventail de formations, les professionnels espèrent séduire et ainsi recréer leur vivier de candidats. Et pour être tout à fait complet, notez que dans le cadre de ce forum, un deuxième rendez-vous est proposé aux visiteurs. Samedi, le Salon des études supérieures sera également présent au Vent d'Espace. Et justement, les études supérieures ne sont pas réservées à une élite. C'est le message de l'Éducation nationale. Il faut donc donner l'envie et l'ambition aux autres lycéens. Un dispositif existe donc depuis 4 ans. Il est baptisé les Cordées de la réussite. Ces objectifs ont été une nouvelle fois présenté hier par l'inspectrice d'académie et le préfet de la Vendée. Alors concrètement, les Cordées de la réussite permettent des partenariats entre les collèges et les lycées en difficulté et de grandes écoles. Exemple ici avec les établissements de Fontenay-le-Comte et l'École du Louvre à Paris qui dispensent notamment des cours d'histoire, de l'art ou encore d'archéologie. Dans ces collèges, il y a un frein qu'on peut qualifier peut-être de frein naturel à l'ambition des élèves sur le plan scolaire. Donc il faut à la fois donner de l'ambition aux élèves, donner de l'ambition aux familles. Et dans ces établissements de l'éducation prioritaire, on s'aperçoit que cette ambition est malheureusement généralement beaucoup trop mesurée. Et les Cordées de la réussite sont vraiment là aussi pour insister sur le fait que mieux on est armé en sortant de l'école et mieux ça se passe. Un mot sur les pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Leur crainte semble s'apaiser. Souvenez-vous, en début de semaine, ils s'inquiétaient sur l'avenir de la criée de la commune. Un projet annonçait en effet une éventuelle fermeture et un arrêt de la vente du poisson. Une délégation a donc été reçue ce vendredi par le président du Conseil général de la Vendée. Des solutions ont été évoquées. Elles permettraient de pérenniser l'activité de la criée. L'environnement est au cœur des débats en ce moment à l'Élysée. Depuis 2 jours, une conférence sur le sujet est en effet conduite par François Hollande. Différents thèmes sont évoqués comme le climat, les transports, mais également la santé et l'alimentation. Et l'un des objectifs du gouvernement est d'ailleurs que d'ici à 2020, 20% des repas des restaurants scolaires soient issus de l'agriculture bio et locale. En Vendée, c'est déjà le cas au collège Jules Ferry à Montaigu. Mieux, dans cet établissement, 30% des menus sont bio. Le collège fait donc figure d'exemple. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ici, on travaille comme dans un restaurant, mais pas un restaurant bas de gamme. On vise la qualité, car chaque enfant est considéré comme un client qu'il faut respecter. 30% des produits utilisés dans cette cantine scolaire sont bio. Quand on décide d'intégrer un aliment bio, le riz, aujourd'hui par exemple, tous les jours, à chaque fois qu'il y aura du riz, ce sera du riz bio. Les carottes sont bio, le pain est bio, le lait utilisé pour les préparations est bio. C'est pas un jour c'est bio, la semaine d'après ça ne l'est plus. Chaque jour, Aria 85, une plateforme de producteurs bio basée à La Roche-sur-Yon, prépare et livre leurs fruits et légumes au collège Jules Ferry. Tous les interlocuteurs travaillent dans le même sens, c'est-à-dire les proviseurs, les directeurs, les gestionnaires, l'équipe de cuisine en totalité et puis aussi le corps enseignant. Sans un de ces maillons, la dynamique n'a pas le même essor. Donc effectivement, il faut arriver à mobiliser toutes les parties prenantes dans ce projet d'introduction de produits bio.
Et les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, c'est bien que ça soit bio, quand même. On mange pas trop de choses dégoûtantes. On sait au moins ce qu'on mange. Quand on voit les autres collèges, c'est beaucoup moins bon que le nôtre. À chaque conseil de classe, on a des retours très sympathiques et très agréables des élèves qui disent même quelquefois à leurs parents que c'est mieux que dans les restaurants. Et puis ce n'est pas tout, à Jules Ferry, les collégiens sont impliqués pour ne pas gaspiller. Alors les élèves sortent du réfectoire avec leur plateau, ils trient le non compostable qu'ils mettent ici, ensuite avec leur plateau ils arrivent ici et ils mettent les déchets compostables. Et ces déchets compostables, on les achemine au niveau du site de compostage du collège avec lequel les élèves participent avec ma présence. Résultat, seulement 100 grammes de déchets en moyenne par élève et par déjeuner. Ça aussi, c'est un exemple à suivre. Chaque jour de la semaine, 800 repas sont ainsi servis dans l'établissement. Et puisqu'on parlait d'environnement à l'instant, le tri des déchets est également toujours au cœur des actions. Exemple avec cette semaine européenne de réduction des déchets. À cette occasion, une enseigne de grande distribution, éco-emballage et plusieurs villes de France sensibilisent les clients de ce magasin. Et cette année, c'est la question du tri du verre qui est une nouvelle fois posée. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours simple. Reportage à Fontenay-le-Comte avec Carlo Laboureux. Ce fut l'un des premiers matériaux d'emballage triés en France. C'est aujourd'hui d'ailleurs le mieux trié. Pour autant, le verre n'est toujours pas systématiquement valorisé par les consommateurs. Encore 2 emballages en verre sur 10 se retrouvent dans les ordures ménagères, sans passer donc par le recyclage. Le verre, c'est un emballage par excellence parce qu'il se recycle à l'infini. C'est pour ça qu'on incite les gens à le trier. On en trouve encore beaucoup en ordures ménagères. Alors, sur notre territoire, ça représente à peu près 1 kg par an et par habitant. Ça paraît rien comme ça, mais quand on ramène ça à son foyer, 1 kg par an par habitant, ça fait beaucoup de verre en fait. Et si le verre n'est quelquefois pas bien trié, c'est en raison bien souvent des confusions et d'erreurs autour des consignes de tri. L'autre fois, j'ai mis un verre cassé. Alors en fait, on a l'impression que c'est le même verre. Apparemment, il paraît le même, mais la composition n'est pas la même. Donc vous allez avoir dans les différents composants du verre, vous n'allez pas avoir la même chose sur du verre alimentaire comme celui-ci, sur un emballage en verre. Des fois, on dit, mon emballage, il est dans quelle situation? On est là en train de se poser des questions. C'est vrai que malgré qu'on ait ça, c'est encore pas suffisant, quoi. D'où l'importance de ces piqûres de rappel, le verre pouvant être recyclé est celui des bouteilles, des bocaux et autres pots, à ne pas confondre avec le verre des ampoules par exemple, et encore moins avec les verres culinaires, autrement dit les verres à boire. En effet, les verres à boire et la vaisselle se jettent dans la poubelle ordinaire. Ces quelques images à présent du Salon des vins et de la gastronomie qui se déroule en ce moment au parc des expositions des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Jusqu'à dimanche, le public pourra découvrir les nouveaux millésimes de tous ces exposants, venus de Bourgogne bien sûr, mais également d'Alsace, de Champagne ou d'ailleurs. Des conférences seront également animées par John Evrard, meilleur ouvrier sommelier de France, qui a longtemps été le premier sommelier du chef Paul Bocuse. On va parler de Noël, chacun le prépare à sa façon et aux Herbiers, plus de 250 bénévoles s'organisent pour être prêts le jour de la parade, le samedi 13 décembre. Il s'agit là d'un tout jeune événement, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. L'an passé, plus de 10 000 spectateurs ont ainsi découvert les chars inventés et créés par différentes associations. Des chars qui reprennent vie pour une nouvelle édition. Regardez, c'est un reportage de Paul Burgot. Cachés dans ce hangar, une petite dizaine de personnes travaillent en secret. Soudure, peinture, découpage et collage, chacun donne forme à ces drôles de sculptures. Là, mais c'est une bûche de Noël. Du coup, là, c'est un déguisement. En fait, on le fait, après on le recoupe, on fait des trous et quelqu'un se mettra dedans. C'est pour déambuler, c'est un gros déguisement. Des déguisements et des chars qui viendront bientôt parader dans les rues de la ville. Cela fait déjà quelques mois que l'équipe d'Alexandre Charrier s'attelle à recréer la magie de Noël. Avec les réunions qu'on fait, petit à petit le projet prend forme et il y a des éléments qui viennent se greffer, d'autres qui s'enlèvent et par rapport aux idées qu'on a aussi, voilà, tout ça se met en œuvre, quoi. Le succès des 2 précédentes parades a convaincu de plus en plus de personnes de venir donner un coup de main, comme ce bénévole qui prépare le traîneau du Père Noël dans un coin de la salle. Donc comme on est à la retraite, là,
copains de jeunesse en plus. Voilà, on vient donner un coup de main, c'est avec enthousiasme qu'on vient. La mairie, elle aussi, a souhaité participer à hauteur de 15 000 €, bien décidée à installer cette tradition pour les prochaines années. Tout le monde venait en famille, donc un moment important pendant les festivités de Noël. Et notre souhait, bien sûr, c'est que cet événement perdure dans le temps sur la ville des Herbiers. Au total, ce sont 8 chars qui défileront le 13 décembre. Il reste donc encore beaucoup à faire, mais d'ici là, Astérix et Obélix auront peut-être retrouvé leur tête. Effectivement, on l'espère. Et avant de refermer ce journal, comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel. Et il semblerait que le printemps laisse progressivement place à l'hiver ces 2 prochains jours. Samedi, la douceur sera donc encore bien présente. Des records de chaleur pourraient être battus, mais le vent soufflera fort par endroits. Et dimanche, donc, chute des températures pour revenir finalement à une situation tout à fait classique pour un dernier jour de mois de novembre, avec un maximum de 12 degrés sur le département. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille le temps prévu pour ces 2 prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. On se retrouve lundi.